Chers amis, chers camarades, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravi de vous retrouver sans micro aujourd'hui. Ça sera peut-être mieux, hein, mais mon micro malheureusement est tombé en rade et je voulais quand même vous faire cette vidéo à propos de l'Eurovision. Donc ça concerne un éditorial qui est paru dans Le Temps. Le Temps, c'est le journal de référence de la droite libérale de Suisse romande. Et puis c'est un éditorial qui porte sur l'Eurovision puisque Bâle accueille le concours Séjour, concours remporté l'année passée par Nemo, candidat non binaire. Et je voulais vous faire cet édito pour vous montrer l'aspect un peu rigolo de ce qui est affirmé, là, presque un peu absurde, et puis aussi quand même attirer votre attention sur des éléments de l'idéologie journalistique qui s'y nichent, de telle sorte que peut-être vous seriez dans le futur un peu plus sensible, un peu plus... vous aurez une perception peut-être un peu plus aiguë, je dirais, de ce genre de phénomène. Donc on va entrer dans le commentaire de ce papier. J'y vais sans note, mais auparavant je voulais vous inviter à vous abonner au magazine dont cette chaîne est l'émanation. Vous pouvez vous y abonner en ligne si vous vivez à l'extérieur de la Suisse ou si vous vivez en Suisse en ligne et en papier, donc n'hésitez pas, c'est une manière toujours très précieuse de nous soutenir, surtout que le mois là part pas sur de très bonnes bases, donc on a vraiment besoin de vous maintenant. Il part pas sur de très bonnes bases, j'ai envie de dire, en termes de nombre d'abonnements. En revanche, l'actualité elle est présente. Voilà. Donc on va parler de l'Eurovision. Alors l'Eurovision est critiquée dans un édito du Temps qui nous dit qu'elle est devenue le miroir romantique de l'Europe qui se recroqueville. Voilà. Il y a quand même un aspect qui est quand même assez fou, c'est que je vais me faire le défenseur de l'Eurovision, mais les gars, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient, ils ont fait tout juste, et ils se font quand même attaquer. Il y a encore quelques jours, on apprenait que 75% des plats à l'Eurovision à Bâle seraient végétariens, que les toilettes seraient non binaires, qu'il y aurait 0 vaisselle jetable et que les transports publics seraient gratuits. On se dit, les mecs, ils ont fait tout juste, bravo, c'est un sans faute, ils sont merveilleux. Eh ben non. Eh ben non, nous dit Le Temps, puisque effectivement l'Eurovision visiblement est en train de virer à l'extrême droite. Alors pourquoi devient-elle ce miroir romantique de l'Europe qui se recroqueville? La réponse est dans la première ligne du chapeau. Vous savez, hein, ça fait titre, chapeau, accroche, corps du texte, etc. Donc la première ligne du chapeau nous dit, pour la première fois depuis une décennie, l'anglais est minoritaire à l'Eurovision 2025. Et ça vient appuyer l'affirmation précédente, à savoir l'idée que l'Europe se recroqueville. Donc, c'est quand même déjà un premier point qui est assez surprenant, disons, c'est l'idée que le journaliste, si on en croit, c'est la première ligne de son chapeau, est nostalgique d'une forme d'impérialisme culturel. Alors qu'il s'agit d'un spectacle qui est censé, d'un concours qui est censé célébrer la diversité européenne, etc. Bon, les concurrents, nous dit-il, redoublent dans une affirmation folklorique, identitaire, nationale, qui résonne avec la montée des souverainismes. Alors bon, deux choses. La première, c'est que le souverainisme n'est pas forcément de droite, il y a un souverainisme de gauche. Donc le truc identitaire, national, extrême droite en creux, c'est pas forcément une évidence. Il y a des souverainistes de gauche, c'est des gens intéressants, ça existe aussi. Et puis par ailleurs, le folklore, comment dire, on peut être de gauche et apprécier le folklore. Je veux dire, il y a pas de lien. C'est pas parce qu'on aime, je sais pas, les combats de Rennes en Valais que on va forcément militer dans un parti néo-nazi. Ça n'a aucun rapport. Et même, j'irai plus loin. Je pense que les éléments folkloriques, précisément, je crois que le folklore est ce qui doit échapper à la politique. C'est ce qui appartient à tous. Librement, y compris aux immigrés d'ailleurs, parce que je trouve qu'il y a une beauté, moi, parfois, à voir des gens qui sont pas suisses depuis 50 générations et qui se disent oui, ça c'est mon pays, je suis fier de le défendre, je sais pas, moi quand je vois des gamins qui disent ouais frère, la fondue là, elle est trop bonne, moi ça me va, voilà. Donc là il y a aussi une lecture qui est un peu manichéenne, je crois. Bon, on va commencer le papier. Aussi invraisemblable que cela puisse paraître, à sa manière loufoque, on va revenir sur ce thème loufoque, l'Eurovision raconte les soubresauts du vieux continent dans son retour aux territoires nationaux. Alors, bon, première chose, je découvre qu'on avait quitté les territoires nationaux. Personnellement, j'ai toujours vécu dans le canton de Vaud. Ma nation est la nation vaudoise, mais visiblement, c'était quelque chose qu'une certaine élite méprisait jusque-là. Je sais pas, je cherche à comprendre. Mais enfin, ce qui est le plus important, c'est ce terme loufoque. On apprend, et je pense qu'il a raison de le dire d'ailleurs, on apprend que l'Eurovision est un spectacle, est un concours, est un événement loufoque.
Moi, je veux bien croire à ça. Seulement, j'observe que depuis une semaine, il y a un débat très important pour savoir si Israël doit participer ou pas à ce concours, au vu des événements au Proche-Orient. Alors, je ne suis pas là pour entrer dans le débat Israël-Palestine, c'est pas le sujet. Mais si c'est un concours loufoque et si ces participants sont loufoques, euh, j'ai envie de dire, mais de quoi ils se mêlent? Enfin, est-ce que vraiment ils sont à la hauteur pour aborder des sujets qui sont tragiques, qui sont dramatiques, de ce genre-là? Également, j'observe que l'année passée, le vainqueur, Nemo, le candidat suisse, immédiatement après sa victoire, s'était rendu auprès du Conseil fédéral pour demander la reconnaissance légale des non-binaires. Nemo, d'ailleurs, qui a aussi demandé l'exclusion des Israéliens. Alors, je trouve que pour quelqu'un qui a triomphé dans le loufoque, on a une grosse implication politique. Et à mon avis, le politique n'est pas le lieu du loufoque. Donc, ce que j'observe, c'est qu'on est un peu à cheval entre deux extrêmes, quoi. D'un côté, c'est la grosse comédie, la grosse farce. De l'autre, c'est vraiment la hard politique et on veut être reconnu légalement et on veut exclure les pays qui respectent pas la Convention internationale des droits de l'homme. Il y a un peu un grand écart, si vous voulez. Donc, on revient au papier. On nous dit qu'élection après élection, les pays européens, Royaume-Uni inclus, penchent pour des partis de droite souverainistes et opèrent un recentrement sur eux-mêmes, ce qui est forcément quelque chose de négatif dans la pensée journalistique de base. Si vous voulez, dans la pensée journalistique de base, ça vous l'avez vu pendant le Covid certainement, on allait toujours critiquer, ouais regardez ici on peut acheter du pain, là la boulangerie elle est fermée sur ordre de l'État, c'est inacceptable, il faut tout unifier, il faut que ça soit tout dirigé d'encore plus haut. Donc il y a une passion centralisatrice dans la pensée journalistique et l'idée que des partis puissent se recentrer sur eux-mêmes, c'est-à-dire se soucier de leur propre population, est quelque chose qui heurte frontalement cette doxa, qui n'est souvent même pas conscientisée, comme on dit, au sein de ma profession. Je reprends. Fracassé par Donald Trump, le multilatéralisme est aussi mis à mal en Europe, y compris dans la maison huée. Il s'opère même une alliance objective entre une droite souverainiste et des factions écologistes. Au cœur de ses pensées, la patrie ou la valeur du local. Là, c'est quelque chose de très important. Parce que, effectivement, la pensée de gauche dont je peux me sentir proche, et même la pensée de gauche qui était dominante quand j'avais 16 ans, c'était que small is beautiful. C'est-à-dire que ce qui est beau, c'est c'est de vivre simplement chez soi. Et j'observe que, en défendant le local, face à la McDonaldisation du monde, par exemple, un José Bové, qui était une figure altermondialiste en 98, serait aujourd'hui un militant d'extrême droite, selon cette pensée. Donc il y a une sorte de bascule complète qui traduit quoi? Qui traduit, à mon sens, l'idée que soit on est soit on est pour la libéralisation, le sans-frontiérisme, etc., et le déracinement, soit on est d'extrême droite. Et ça, je pense qu'il y a une alternative qui est posée et qui n'est pas juste et qui est intellectuellement assez faible. Donc on revient, l'anglais est en minorité, donc c'est un sous-titre, ça a vraiment l'air de le traumatiser, mon collègue, c'est Nicolas Dufour, je crois, oui, ça a l'air de beaucoup le traumatiser, l'idée que l'anglais soit en minorité. Moi j'ai envie de dire que c'est une bonne chose, puisque en Europe, est-ce qu'il y a encore un pays dont la première langue officielle est l'anglais? Je crois pas, je crois que la première langue officielle, par exemple de l'Irlande, ça doit être le gaélique officiel, je parle pas de la langue d'usage. Et puis à Malte, mais il faudrait vérifier ce que je vous dis, mais à Malte également, évidemment tout le monde parle anglais, mais les panneaux, les choses, sont en maltais. Donc est-ce qu'il y a encore un pays européen dont l'anglais est la langue officielle, la première langue officielle? J'en doute. Alors on peut se demander effectivement à ce titre pourquoi on devrait s'inquiéter que l'anglais ne soit pas en majorité. Donc, le journaliste nous dit, en chantant les artistes de l'Eurovision paraissent loin de ces rugueuses réalités politiques, dont celles qu'on a évoquées auparavant, la bascule vers l'extrême droite. Pourtant, il les évoque avec déformation, jamais depuis longtemps. Les odes du télécrochet n'ont été aussi enracinés dans leurs terroirs nationaux. Et là encore, l'idée d'un enracinement qui serait le signe d'une bascule à l'extrême droite. Moi, j'ai envie de dire que être enraciné, ça peut aussi être la condition d'un accueil digne vis-à-vis de réfugiés ou quoi que ce soit. Pourquoi l'enracinement serait forcément une chose mauvaise? Par exemple, le fait que j'ai un accent de mon bout de pays, j'ai un accent vaudois assez prononcé, j'ai grandi en gardant des vaches, les week-ends, est-ce que cet enracinement fait de moi quelqu'un qui est incapable d'accéder à l'universel? Est-ce qu'il faut vraiment prendre EasyJet pour aller à Barcelone tous les week-ends
pour vraiment être citoyen du monde ou se sentir une solidarité avec d'autres civilisations. Je pense pas forcément que ça soit vrai. On nous dit que pour la première fois depuis 2016, l'anglais devient langue minoritaire, grosse minorité certes, mais minorité, ce qui encore une fois a l'air de beaucoup l'inquiéter. Des pays sous intraveineuse de pop en anglais depuis des décennies retrouvent soudain leur idiome. Cette idée d'intraveineuse est intéressante parce que l'intraveineuse en général c'est pour sauver une personne. Enfin, c'est un acte médical de foutre une intraveineuse à quelqu'un, c'est rare qu'on le fasse par plaisir. Alors l'idée que l'anglais nous soit donné par intraveineuse, c'est comme si notre culture était devenue tellement nulle qu'on avait besoin en gros de la pop aseptisée américaine pour créer des contenus culturels de haute qualité, à l'image par exemple de la chanson de Nemo l'année passée. Donc je reprends, une part importante des concurrents à Bâle brandissent leur patrimoine. Ne soyons pas naïfs, dans bien des cas c'est de l'esbrouf au service de chansons formatées pour le concours composées par des industriels du genre. Oui, bah c'est vrai, bien sûr, oui évidemment que c'est nul. Mais les gens brandissent leur patrimoine. Bah, moi je suis allé voir par exemple quel était le représentant des Pays-Bas, par exemple. Je crois qu'il s'appelle Claude, c'est un réfugié congolais. Bon, en termes d'affirmation identitaire d'extrême droite, il y a quand même un peu plus fort, quoi. Et tout ce que je vois, bah, c'est habituel à l'Eurovision, c'est-à-dire que c'est un festival LGBT friendly, etc., etc. Je pense pas qu'on soit dans un haut lieu de l'affirmation identitaire. Bon. Mais cette année, cette tendance est une force rare à l'Eurovision. Bien des artistes veulent composer entre leurs aspirations mondiales et leur identité. On cherche à retrouver une origine, fût-elle fantasmée, on l'insère dans un cadre pop, électro ou kermesse. Alors là, je trouve intéressant aussi cette idée en clair, il y a une sorte d'angoisse liée au fait que les gens cherchent à composer entre leurs aspirations mondiales et leur identité. Mais précisément, c'est ce que fait n'importe quel honnête homme, j'ai envie de dire. C'est-à-dire de, effectivement, savoir d'où on vient, savoir quel est son passé, et en même temps se sentir peut-être une attirance pour telle ou telle civilisation, pour un souci pour la maison commune, comme disait le pape, pour l'écologie ou pour quoi que ce soit. Pourquoi ces deux choses-là s'opposeraient? Il n'y a aucune logique là-dedans. Je veux dire, on n'accède pas à un niveau philosophique plus haut parce que effectivement on est totalement déraciné. Je veux dire, le paysan qui se lève et qui regarde ses champs tous les matins, bon, à mon sens, c'est une image de Chesterton, il a accès à un monde qui est plus riche, qui est plus grand, qui est plus universel que le mec qui, là je cite encore Chesterton, ne voyant tout, ne voit plus rien. Voilà. Les troubadours de l'Eurovision se font romantiques au sens littéraire du terme. Alors ça c'est une phrase intéressante, elle est jolie, mais entre les troubadours et les romantiques, je pense qu'il y a à peu près 9 siècles d'écart, hein, mais c'est bon, c'est intéressant. Des poètes et écrivains du début du 19e, voilà, revenaient au mysticisme des paysages germaniques, aux anciens contes, etc. Toute proportion gardée, il y a un peu de cet élan dans les mises en scène du concours avec leurs sorcières lettonnes, leurs sats, luth azerbaïdjanais, leur hardingfele ou violon norvégien. Bon, là il y a un peu l'idée que toute velléité de faire vivre un patrimoine, en gros, ça nous ferait replonger dans les lourdes forêts germaniques du Nord, dont on serait sorti des hordes de SS, quoi. Enfin voilà, il y a rien à sauver dans ce qui nous est naturel, quoi. Bon. Et le journaliste nous dit comme si face au cloisonnement politique, il fallait un miroir bouffon, un reflet fantasque. Alors, cloisonnement politique, peut-être une chose, ce qu'on perçoit au sein de l'élite comme un cloisonnement politique, c'est aussi un souci exprimé par les populations qui effectivement se réfugient du côté de contre-élite. On peut parler de contre-élite au sens de Turchin. C'est-à-dire que vous avez un peuple, voilà, je vous montre le bouquin de Turchin, vous avez un peuple qui est coincé entre, donc c'est le chaos qui vient d'être traduit en français, vous avez un peuple qui est coincé entre une surreproduction d'élite qui se tire la bourre pour accéder aux places dominantes, une pompe à richesse qui fait que leur niveau de vie se casse la gueule. Bah oui, effectivement, les gens se recroquevillent en disant les gars, moi je vais voter pour quelqu'un qui me défend moi et pas les autres. Et si vous êtes pauvre, si vous êtes de conditions modestes, c'est également ce que vous allez faire. Et deuxième chose, on voit qu'il y a nouveau cette idée de miroir bouffon. Nouveau terme, on a eu loufoque,
On a eu Bouffon, donc une nouvelle fois on nous dit que l'Eurovision est un truc bouffon et loufoque, et pourtant ça a l'air très très sérieux puisque c'est le miroir d'une extrême droitisation de la société. Donc je pense qu'on est quand même dans une sorte de contradiction. Et puis la fin du papier nous dit qu'un groupe de la sélection 2025 s'appelle Catharsis, on ne peut mieux donner le ton. Oui, on peut donner le ton. Catharsis, en quelque sorte, bah voilà, une nouvelle fois il faut soigner un malaise. Enfin, on est dans le sous-jacent, il y a l'idée que l'Europe est malade et que ce concours traduit une maladie. Ce qui me choque là-dedans, c'est qu'effectivement, on peut considérer que l'Europe est malade quand elle saute dans les bras de dirigeants plus ou moins équilibrés, disons, mais le fait que les peuples aient envie de parler leur langue est un signe de retour à la santé. Voilà, et ça c'est ce que dit Claude Agege dans ce bouquin Contre la pensée unique. C'est un bouquin qui est sorti en 2012, un bouquin qui a une certaine importance dans ma vie et qui montre bien comment on a fait face à une forme d'impérialisme linguistique, notamment depuis la Deuxième Guerre mondiale. Donc Claude Agege était un bonhomme qui parle à peu près toutes les langues de ce monde, et ce qu'il montre, c'est qu'en refusant l'anglicisation complète de la vie publique, on fait œuvre de salubrité publique, puisque effectivement on va lutter contre l'uniformisation et contre une sorte d'appauvrissement de la pensée. Donc lisez ce bouquin Contre la pensée unique, ça vous permettra, je trouve, d'apprendre à faire face à cette passion centralisatrice des journalistes qui croient qu'effectivement il faudrait toujours se réfugier dans un niveau de gouvernance supérieur, parce que tout ce qui serait local serait pas assez organisé, pas assez cadré, pas assez soumis, quoi, tout bêtement. Et moi, voilà, je suis resté fidèle à certains idéaux qui à mon avis, sont plutôt des idéaux de gauche, hein, l'idéal du localisme, de vivre à petite échelle, je sais pas, de pas prendre l'avion tous les week-ends pour des trucs dont j'ai pas besoin, de vivre simplement, de vivre au contact de mon pays, de mes vaches, de marcher dans les montagnes à côté de chez moi. Pour moi, c'est pas un truc d'extrême droite. Pour la pensée qui se déploie dans ce genre d'article, oui, c'est terrible, c'est le retour sur soi, c'est le recroquevillement des populations, etc., etc. Donc voilà, je pense qu'il faut apprendre à faire face à ça, et c'est peut-être, j'espère, ce à quoi j'ai participé avec cette petite vidéo sans prétention. Et moi, je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir suivi ça et à bientôt. Ciao.